Bienvenue, très chers internautes et abonnés de l'émission Au cœur de l'actualité. Pour ce jour, plusieurs sujets d'actualité ont retenu notre attention. D'abord au Cameroun. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Atangana, qui, en suivant les directives du chef de l'État, a rendu public un communiqué le 7 novembre, invitant la jeunesse à réinvestir dans les domaines d'import, export et substitution. Toujours au Cameroun, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a rendu public ce 17 novembre 2025 deux décisions à l'encontre de deux fonctionnaires portant suspension de leurs fonctions et de toute autre activité pour une durée de 4 mois pour manquement grave à l'éthique et à la déontologie. On reste au Cameroun, le président Paul Biya a eu un échange téléphonique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. L'objet de l'échange a porté sur 4 points. En Afrique, deux faits majeurs ont marqué notre actualité. D'abord au Gabon, Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo ont été condamnés par la justice gabonaise à 20 ans de réclusion criminelle. En RDC, un accord cadre a été signé ce 15 novembre 2025 à Doha entre la RDC et le groupe rebelle M23. À l'international, que cache le président ukrainien Volodymyr Zelensky derrière son obsession militaire et malgré la faillite de l'État ukrainien dans l'acquisition d'une centaine d'avions de combat Rafale de fabrication française? Et enfin, en France, l'ex-président Nicolas Sarkozy retrouve sa liberté après 20 jours, autant pour moi, passés derrière les barreaux. Pour analyser tous ces sujets d'actualité, nous avons en face de nous celui-là qu'on ne présente plus. Il est toujours disposé et disponible pour éclairer les lanternes de ceux qui attendent qu'il jette un regard panafricaniste à tous ces sujets d'actualité. Bonsoir, président Badakani. C'est un réel plaisir de vous en voir une fois de plus en face de vous dans le cadre de cette autre édition de Au cœur de l'actualité. Bienvenue, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame Yepmou. Bonsoir à votre co-intervieweur. Vous ferez l'effort de le présenter. Bonsoir à toute la galaxie des internautes, des abonnés qui nous font confiance. Vous permettrez de saluer tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, participent à cette aventure numérique et permettent à la communauté que nous avons constituée de tenir face à tous les aléas, à toutes les contraintes et à toutes les attaques qui s'opposent à nous, s'imposent à nous, se dressent sur notre chemin. Mais je suis à mon poste. Voilà. Avec fierté, Monsieur le Président, et toujours dans l'action, nous avons, vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans un duo de présentation et mon co-présentateur ici présent, Monsieur Gus Djandjo Ghislain, sera certainement heureux de partager tous ces sujets avec vous, très chers internautes. Bonsoir, Monsieur Djandjo Ghislain. Bonsoir, Madame Yamou. Vous allez bien, je suppose. Très bien. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Monsieur le Président, je constate avec joie que vous avez décidé ce jour d'arborer des vêtements en or, d'arborer des bijoux en or, Monsieur le Président. Il montre en or sur la main gauche. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que vous avez choisi aujourd'hui de porter l'or, Monsieur le Président? Il y a une signification derrière ça ou c'est juste un choix anodin comme ça? Oui, pourquoi pas. Il y a une symbolique. Elle n'est pas... la symbolique n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. L'or, moi je l'aborde d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire, Monsieur le Président? L'or est le symbole de la royauté spirituelle. La royauté spirituelle n'étant rien d'autre que le fait d'être accompli dans la conscience d'une relation d'amour avec le vrai Dieu. Monsieur le Président, en tout cas, les Camerounais sont très observateurs, Monsieur le Président. Ils feront la remarque que ces bijoux en or-là probablement découlent des habits d'esprit très fertiles, Monsieur le Président. Ils peuvent imaginer des choses qui sont souvent très loin de la réalité des Camerounais. Je suis habitué. C'est noté, Monsieur le Je Président. suis habitué, c'est pas grave. L'important est ce qu'on est soi-même. C'est ça qui est le plus important. Vous savez, l'or, en plus de ce que je viens de dire, l'or aussi, c'est le symbole du fait que on est dans une relation vivante.
avec le vrai Dieu, à savoir que le travail dans nos vies et que nous sommes ouverts à ce travail. C'est noté, Monsieur le Président. Étant une quête non accomplie, ou bien en accomplissement, l'être humain, s'il n'a pas une dimension spirituelle ou géospirituelle, est perdu. C'est noté, Monsieur le Président. Bon, ça, c'est le symbole de mon refus de la perdition. Je ne veux pas être perdu. Du tout, Monsieur le Président. Et je voudrais m'assurer donc d'avoir une certaine relation avec le vrai Dieu. Je pense que les Africains aussi, dans un nombre important, hein, ne veulent pas être perdus, Monsieur le Président. Donc, il n'est pas exclu que ce peu, vous voyez les Africains aussi porter comme vous de l'or, Monsieur le Président. Je le souhaite. C'est noté, Monsieur le Président. À la dimension que mon nom n'a rien à voir avec la section matérielle qu'on lui colle. C'est noté, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur le Président Mandakani, dans la présentation initiale de cette émission, Madame Yebma pour le soin d'indiquer clairement les sujets qui avaient notamment retenu l'attention de l'émission en elle-même. Et je voudrais vous rappeler, Monsieur le Président, vous vous souvenez certainement que le 6 novembre 2025, une fois encore, une fois de plus, une fois de trop pour certains, le président peut bien prononcer la phrase « Aïdou Sossoir », c'est-à-dire il a prêté serment devant le peuple camerounais, devant la représentation camerounaise, pour un mandat de 7 ans. Et Monsieur le Président Mandakani, fort de cette prestation de serment, le président peut bien juger nécessaire, pour les usages le veulent, de prononcer un discours d'investiture. Et dans son discours, il a fait la part belle à la jeunesse camerounaise, à laquelle il s'est adressé de manière spécifique et de manière précise. Il a notamment déclaré, je le cite, « Et ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action pour tout au long du septennat qui commence. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Nous allons intensifier ces efforts en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d'une protection accrue dans les milieux scolaires et professionnels, mais aussi en dehors de ceux-ci, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Les métiers et autres activités attirant tout particulièrement les jeunes filles et les femmes bénéficieront d'un plus grand soutien de l'État, notamment au plan financier. Monsieur le Président Mandakani, prenant acte de cette institution présidentielle, le ministre du Commerce, M. Luc Magua Bangatangana, a rendu public le 7 novembre 2025 un communiqué de presse à l'intention évidemment du grand public et de la jeunesse en particulier, dans lequel il indique que ce communiqué s'inscrit dans l'exécution précise aux directives précises de l'État pour la présence de serment. Le ministre dit avoir l'honneur de rappeler que le principe de liberté d'entreprise est consacré par les textes instruits et inspirés par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le ministre invite notamment la jeunesse à s'investir massivement et activement dans le secteur de l'import et export, qui est une véritable aubaine et une source inépuisable de création de richesses et d'emplois, surtout si on se place en perspective avec la création de la ZLECAf, entendu par là, la zone de libre-échange intercontinentale africaine, qui ouvre, selon lui, un accès à un marché de 1,3 million de consommateurs en franchise de douane et taxes de douane sans contingentement de restrictions quantitatives. Monsieur le Président Mandakani, le ministre semble ici agir de manière ferme et de manière précise en respect des instructions que le président a données et donc en facilitant l'accès à la jeunesse qui, dans un secteur qui autrefois était essentiellement contrôlé par les intérêts étrangers pour la plupart, dans le cadre des baronnies constituées de manière historique, Monsieur le Président Mandakani. Est-ce que la jeunesse camerounaise qui est volontaire et entreprenante, est-ce qu'elle doit croire de manière ferme et sincère en cet accompagnement que l'État lui promet, quand on sait que dans la nation camerounaise, hélas, le reflet clientélisme semble dominer les comportements pratiqués? C'est une très belle question. Ma réponse sera à 2 niveaux. Allez-y, Monsieur le Président. Il y a un aspect inévitable, à savoir la diligence avec laquelle le ministre du Commerce a produit son communiqué de presse. Oui, s'est assuré. Le 7 novembre, c'est-à-dire un jour après la prestation de serment. Un jour après la prestation de serment pour donner un caractère concret au discours du président. Ce n'est pas habituel dans notre administration, c'est une bonne chose. Donc, ça traduit un élan. Il y a un élan, il y a quelque chose qui ressemble à une prise de conscience de la part des dirigeants camerounais. Quand c'est ce qui concerne la coupure qui a prévalu ici entre, d'une part, l'État et une bonne partie de la population de notre pays. Ça a salué. Je voudrais saluer ça. Je voudrais féliciter. Ça diffère de l'inertie qu'on le connaît, Monsieur le Président. Tout à fait, c'est ce que je parle, tout à fait. Il est bien de rappeler cette inertie qui est caractéristique de l'administration camerounaise depuis au moins 20 ans.
depuis au moins 20 ans. Donc, et nous ne disons rien, puisque nous répétons ce qu'a dit le président lui-même l'a reconnu. Donc, le président lui-même a dit que, mais qu'est-ce qui nous manque? Comment ailleurs, avec moins de ressources, les gens réussissent. Vous ici, nous ici, en plus de ressources, on ne réussit pas. Donc, je ne dis rien qui n'a pas été dit par la plus haute autorité du pays. Donc, par rapport à tout ça, il faut saluer cet élan. Il y a un frémissement, il y a un élan qui se traduit par la diligence avec laquelle le ministre du Commerce s'est mobilisé. C'est une très bonne chose, je voudrais saluer ça. Le deuxième niveau, c'est, on va juger le maçon au pied du mur. C'est très bien, sur le plan administratif, de créer les conditions qui vont faciliter l'implication de la jeunesse dans la résolution d'un problème majeur qu'on a, à savoir le fait qu'il y ait une espèce de monopole établi, quasi mafieux, oui, qui a rendu le secteur de la capacité à importer, qui a fait de ce secteur un secteur réservé. Et ce qui a débouché sur l'incapacité des agents économiques de ce secteur-là à saturer le marché national d'un ensemble de produits de première nécessité. On a vécu récemment les pénuries organisées, voilà, avec l'inflation qui va, voilà, les prix qui fluctuent sans aucune raison. Tout à fait, tout à fait. Donc, la volonté de casser ça est une très bonne chose. Mais, comme je le répète, on ne crée pas une classe d'entrepreneurs en la matière par un acte administratif. L'acte administratif crée les conditions au niveau de l'administration, crée les conditions administratives. Mais il faut d'autres conditions. Il faut s'assurer que les conditions financières, les conditions culturelles et mentales. On ne crée pas une classe d'entrepreneurs comme on crée des fonctionnaires, comme elle a des postes. Non. Et le grand enjeu, il est là. Il ne suffit pas d'ouvrir ce qui paraissait fermé. Une fois de plus, c'est une très bonne chose, je les félicite. Mais il faudra s'assurer qu'on ait des vrais entrepreneurs. Pourquoi? Parce que le premier défi qu'il faudra relever, c'est la capacité de ceux qui sont là à vouloir bloquer la dynamique. Et ce serait de bonne guerre. Ceux qui sont installés depuis dans ce secteur-là et qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de cette quasi-rente-là, ben, ils ne vont pas sourire comme ça et dire, oh vraiment, Jésus est descendu du ciel, allez, on va vous accompagner. Non, ils vont tout faire pour résister. Il y a les vieilles habitudes qui se sont installées. Ça, c'est on s'attaque là à une situation qui date et qui a construit, qui a entretenu, qui a installé des habitudes, des manières de faire. Pour changer ça, il ne faut plus que cet acte-là. Et je crois que le ministre du Commerce, qui est certainement conscient des enjeux que je soulève, va rapidement, en plus de cette décision, s'assurer que les autres conditions, les conditions culturelles, les conditions mentales, les conditions financières, les conditions managériales, soit qu'on crée un écosystème qui puisse faire à ce que ceux qui veulent entreprendre rapidement acquièrent, n'est-ce pas, ces capitaux immatériels qui sont indispensables pour relever le défi qui est le leur, surtout avec la mise en perspective de la ZLECAf. C'est un pari, Monsieur le Président, que le Président a annoncé dans son discours et que le ministre semble vouloir relever. Vous pensez, Monsieur le Président, sincèrement que dans l'année, disons, si on prend une échéance à 2-3 ans, on pourra évidemment voir et faire émerger cette place dont vous parlez, Monsieur le Président Bandekani? Vous savez, il y a des précédents. Hein? Il y a des précédents. Alors, vous vous rappelez à l'époque ici où on parlait de pagérocratie, peut-être que j'étais très jeune, et c'était une année, on parlait de pagérocratie. Pagérocratie en rapport avec le véhicule Pagéro? Tout à fait. Les gens qui avaient obtenu des crédits et qui ont cru que investir, c'est acheter les Pagéro. Non, dans leur tête, investir, c'était acheter la Pagéro. Vous avez donc confondu, Monsieur le Président. Ah ben, le phénomène est en tout cas, ça a débouché sur un phénomène social que je vous décris. La pagérocratie. Des gens qui ont reçu des crédits et qui, de la part de l'État, accompagnés, et puis voilà, ça a débouché sur
la pagérocratie. J'ai une pagéro, je suis un homme d'affaires. Il faut éviter ce type de comédie. Il faut un encadrement sérieux, tout à fait. Il faut l'accompagnement sérieux de l'État camerounais afin qu'on ne soit pas, comment on dit, devant un coup d'épée dans l'eau. Il faut éviter ça. Donc l'enjeu pour lui, il est là. La capacité de l'État à créer cet environnement, cet écosystème qui va accompagner, n'est-ce pas, ceux qui veulent entreprendre. Parce que, une fois de plus, je le répète, on ne crée pas une classe d'entrepreneurs à un décret. Un communiqué de presse, comme c'est le cas pour le pas un communiqué de presse. C'est noté, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous restons au Cameroun cette fois-ci avec un autre ministre qui a commis un communiqué, autant pour moi, a rendu public autant pour moi deux décisions portant suspension de 2 fonctionnaires pour une durée de 4 mois. Il s'agit du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. S'agissant ici de 2 fonctionnaires qui ont commis des manquements graves à l'éthique et à la déontologie. Oui, Monsieur Joseph Lé. Alors, Monsieur le Président, ceux-ci ont été pris en flagrant délit de corruption et de monnayage des services. Monsieur le Président Banakani, certains Camerounais pensent que 4 mois, c'est trop peu et que la suspension semble être une prime déguisée. Alors que nous savons que le président Paul Biya est l'homme de la rigueur et de la moralisation, ne devrait-il pas prendre la mesure de la chose et punir plus sévèrement ces fonctionnaires corrompus, Monsieur le Président? Bon, d'abord, il faut partir du fait que les sanctions sont proportionnelles à ce que prévoit la législation et les tests en vigueur au sein de la fonction publique. Si. Il faut s'assurer qu'il y a déjà correspondance ou décalage. Une fois qu'on a dit ça, c'est une bonne chose. Hein. Cet élan qu'on semble voir à la suite du discours d'investiture du chef de l'État est une bonne chose à saluer. C'est bien. Il faut toujours commencer quelque part. Nous n'allons pas critiquer, dénoncer, et quand il y a une dynamique qui se met en place, nous on commence à dire, ah vraiment, il n'y a rien. Donc, il faut saluer ça. Mais une fois de plus, c'est avec un peu de temps qu'on va voir si on n'a pas affaire à des velléités, à de simples velléités, à de simples agitations d'occupants de fonctions qui peut-être ont peur de perdre leur poste et donnent l'impression d'être à la page du nouvel état d'esprit présidentiel et de la nouvelle donne politique. Nous voulons être sûrs qu'il ne s'agit pas de ça. Parce que les débats et les questions que le président a soulevées, ces annonces sont des grands enjeux pour la nation. Effectivement, Monsieur le Président. Il est question d'apporter des réponses aux besoins d'immenses majorités de Camerounais qu'on a abandonnés sur le bord du chemin. Depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et qui ont vu sur leurs yeux, ils ont vu au-devant d'eux un spectacle inacceptable de dirigeants administratifs, de hauts fonctionnaires, d'agents de l'État, qui nous ont fait croire qu'ils étaient des êtres à part, des êtres spéciaux, créés pour jouir d'un ensemble de privilèges, pendant que la majorité des Camerounais souffre à un an, sans perspective. C'est ça qui a expliqué la colère. Et le président a dit, je vous ai compris. Il a dit qu'il a pris acte de la gravité de la situation. De la situation. Il a employé le mot gravité. Le débat, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de donner l'impression que, bon, ok, voilà, le président a parlé, montrons que nous sommes à la page. Non, non, non. Il faut que, c'est bien, mais on se voit que ce n'est pas avec ces sanctions-là qu'on va transformer la fonction publique. Parce que ce sont des habitudes qui se sont incrustées à la faveur du temps et d'une tolérance à tout point de vue. Ces habitudes se sont incrustées au cœur de la fonction publique. Il faudra plus que ça pour bousculer ces habitudes et imposer un écosystème de transformation. On voit très bien que ça va au-delà d'une simple mesure disciplinaire qu'a pris Monsieur le ministre de la fonction publique. Ça va au-delà de ça. On a besoin, je répète encore,
d'une autre politique. On a besoin, j'ai parlé de changement de cap. Et il faudra, au-delà des actions coup de poing, il faudra qu'il y ait des dynamiques de structure, des dynamiques de fond. Ça passe par d'autres mesures qui sont loin de ressembler à celles qu'on vient de voir là, même s'il faut les saluer, même s'il faut les apprécier. Il faut sanctionner c'est bien de sanctionner les petits. Il faut sanctionner les gros poissons. Vous entendez quoi par sanction? Il y a beaucoup de gates qui ont frappé la mission camerounaise. Il y a beaucoup de gates, Covid Gate, Can Gate, etc. Il y a beaucoup de gates. Mais les gates en question ne sont pas l'œuvre des petits fonctionnaires. Ce sont des gros poissons qu'il faut frapper. Symboliquement, quand vous frappez un gros poisson, les petits poissons prennent peur. Symboliquement. Bon, faut pas seulement, c'est pas ça que je te dis, au moins c'est symbolique. Il faut reprendre, il faut relancer un nouveau cycle de pédagogie par la sanction dans notre administration. Le président a lancé l'opération Épervier. L'opération Épervier a fait ce que j'appelle le nécessaire dans le cadre d'un premier cycle. Des hauts commis de l'État sont en prison. Ils sont nombreux en tout cas. Ils sont très nombreux. Ils sont en prison. Les corps de délit, on les cherche encore. Oui, beaucoup. On les cherche encore beaucoup. Ceux qui ont fait les délits sont en prison, mais les corps de délit n'ont pas été restitués. C'est l'une des faiblesses. L'autre faiblesse de l'opération, que nous soutenons, que nous avons soutenu en son temps, et que nous continuons à soutenir l'opération Épervier. L'autre faiblesse, c'est que, je dis tout à l'heure, on lutte contre la corruption. Eux de lutter contre les corrupteurs. C'est la différence, c'est à quel niveau, monsieur le président? La corruption, c'est une notion. La corruption, c'est une notion. On ne peut pas lutter contre une notion. Immatérielle. Mais très bien. On lutte contre les corrupteurs, les êtres réels qui sont dans la corruption. On lutte contre eux. Bon, si vous luttez contre la corruption, ça veut dire que de la notion au délit concret de corruption, il y a tout un boulevard. Il y a tout un boulevard. Et ce boulevard-là peut être une occasion pour que, n'est-ce pas, il y ait, pour que, avant que la notion devienne concrète, on ait perdu beaucoup de temps et que les circuits de corruption se soient sophistiqués, etc., pour devenir un serpent de mer. Vous coupez ici, il renaît ici, etc. Donc, vous voyez très bien le travail qui est fait. Il faut cesser de lutter contre la corruption. Il faut une guerre contre les corrupteurs. Moi, je parle de guerre. La guerre suppose une profonde réflexion stratégique. Elle suppose de la tactique, de la stratégie, et même d'abord une véritable conception théorique du phénomène. Cette affaire. On ne pourra pas réussir ça en faisant l'économie de réconcilier notre administration dans son ensemble avec les exigences déontologiques. Effectivement. Mais dans ce cas... Ils sont piétinés de plus en plus par les fonctionnaires camerounais. Je ne sais même pas si vous êtes gentil. Tout à fait. Dans un bureau, tout à fait. Le sang du service public a perdu depuis très longtemps. C'est-à-dire des fonctionnaires pensent même que le service public est devenu leur propriété. Ils n'imaginent même pas. Parler aujourd'hui à un fonctionnaire du sang du service public, je ne sais pas. C'est parler de viande à un mort. Comme s'il faut une rééducation à ces fonctionnaires. Ce sens-là, il est perdu. Et il n'y a qu'à voir la situation dans laquelle se trouve l'usager quand il est dans un service public. Il est comme s'il était dans une prison, dans un traquenard. Il est méprisé, il est humilié. En permanence. Ce n'est plus du service public. Donc vous voyez très bien à quel niveau il faut remonter. Il faut restaurer ce sens-là dans la fonction publique. Il faut que les fonctionnaires restent des fonctionnaires. Ça passe par la première base déontologie de la fonction publique, c'est que ce n'est pas un endroit pour devenir riche. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce que les mœurs dans notre fonction publique montrent? Il est difficile aujourd'hui de faire comprendre à un fonctionnaire à un certain niveau qui n'est pas là pour s'enrichir. C'est très très difficile. Les fonctionnaires sont pour la plupart des nouveaux bourgeois. C'est très très difficile. C'est très très difficile, il faut rappeler ça. C'est très très difficile. Des outrageants à la limite. Voilà, on a aujourd'hui... Une aristocratie bureaucratique. Les fonctionnaires sont des hommes d'affaires. Une bourgeoisie. Vous voyez, ce divorce déontologique fait le lit de la corruption, de manière fondamentale. Et il faut des actions très très fortes. Il faut créer les conditions pour que les gens viennent au travail et travaillent réellement. Oui.
venir au travail à l'heure, repartir après avoir travaillé réellement. Sens Retrouver les valeurs déontologiques. Le sens du travail, du service effectué. Bien sûr, les valeurs déontologiques, respecter l'usager, parce que c'est pour lui qu'on est là. Et comprendre une fois de plus que retrouver l'honneur de la fonction publique, à savoir qu'on n'est pas ici pour s'enrichir, on est ici pour défendre les valeurs de noblesse liées à la fonction publique. Vous voyez très bien que on ne va pas retrouver ces valeurs-là s'il n'y a pas une véritable restructuration en profondeur du fonctionnement de notre administration. Ça passe par beaucoup de choses. Il faudra que le fonctionnaire redécouvre le poids de la sanction sur lui-même, que l'impunité s'arrête, qu'il sache qu'on peut le sanctionner, qu'il apprenne à rendre compte lui-même. C'est un nouveau rapport qu'il faudra établir entre la sécurité éternelle de l'emploi et la nécessité de la performance au quotidien. Alors, je pense que tout ça, on n'y est pas encore. C'est un chantier qu'il faudra aborder. Ça dépasse de très loin les initiatives au coup de poing. Mais nous saluons le frémissement, l'élan que nous observons depuis le discours du président. Je pense que ce n'est pas grand temps qu'enfin la fonction publique camerounaise se réfléchisse sur elle-même. En organisant, par exemple, je n'importe quoi les états généraux de la fonction publique camerounaise. Puisque quand on voit son comportement actuel, on a l'impression qu'elle s'est vachie dans des comportements qui sont essentiellement contre-productifs. Et elle prend plaisir à les rendre manifestes au quotidien. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le président, de tolérance. Les Camerounais parlent d'impunité, parce que pour eux, c'est l'impunité qui domine dans la fonction publique camerounaise. Je ne parlerai pas, je ne suis pas un adepte des états généraux, etc. C'est bien, ça peut être un début de commencement, mais on peut épargner ça, économiser l'argent du contribuable en commençant par des actes symboliques qui vont démontrer que les choses ont changé. Vous savez, l'être humain est ce qu'il est. La plupart du temps, on peut l'enseigner par l'exemple. Il est mieux de l'enseigner par l'exemple. À partir du moment où les gens vont constater que l'impunité n'est plus la règle, et ils vont s'adapter. Un des axes, c'est la responsabilisation des fonctionnaires. Oui. Il faut responsabiliser à tout point de vue. Je prends un exemple. Vous savez, il y a quelques années vraiment, le ministre Béchia Somo, ministre délégué à la Défense, nous a pondu un communiqué pour rappeler aux fonctionnaires que l'État paie de plus en plus de procès. Et ça coûte cher à l'État. Que désormais chacun, va commencer à indexer le coût de ces procès-là à la charge de la personne qui en a été l'auteur. Et à partir de là, les fonctionnaires ont commencé à réduire leurs exactions. Bon, voilà un axe de responsabilisation. Qui a produit des résultats en tout cas. Si c'est systématisé, il débouchera inévitablement sur des résultats et sur la modification des comportements. Voilà. Il faut créer cet environnement-là, dans le fond, et maintenant, y inscrire des actions stratégiques majeures qui vont faire comprendre aux gens que les choses ont changé. Vous parlez là de la redevabilité, de la réduction des comptes, monsieur le président. Mais bien sûr. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. D'ailleurs, une mafia s'est créée dans la fonction publique. Les gens créent des situations, l'État fait les procès, et on se partage l'argent. Pas derrière. C'est noté, monsieur le président. Monsieur le Président. On va continuer avec cette autre actualité au Cameroun. Lundi, le 17 novembre 2025, un entretien téléphonique a eu lieu entre le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio. Le dit entretien a eu lieu à l'initiative de la partie américaine. Il est important de le rappeler. Dans le rapport relatif est rédigé et publié par Tommy Pigot, premier adjoint au porte-parole du chef de la diplomatie américaine, il est clairement indiqué 4 points qui ont retenu l'objet de la conversation. Alors, le premier point, les félicitations adressées au président Paul Biya pour sa prestation de serment. Le deuxième point, le renforcement du partenariat entre les États-Unis et le Cameroun afin de promouvoir les objectifs communs. Un troisième point, le renforcement de la coopération bilatérale touchant plusieurs domaines à l'instar de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Et enfin, le secrétaire d'État américain a salué le rôle du Cameroun en tant que partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président Banakani, nous avons encore en souvenir l'image et l'attitude gênée de l'ambassadeur américain lors de la cérémonie de la prestation du serment du président Paul Biya.
Et d'autres Camerounais ont en mémoire, autant pour moi, vos propos de mise en garde adressés aux États-Unis que vous aviez alors qualifiés de complices de conspiration préméditée contre le Cameroun dans le cadre de la crise post-électorale orchestrée par M. Issa Chiroma Bakari. Monsieur le Président Banakani, pouvons-nous croire désormais que les États-Unis ont renoncé à leur complicité déstabilisatrice contre l'État du Cameroun? Tout d'abord, il faut que les Camerounais dans leur ensemble et les forces vives du pays prennent acte des stratégies de l'impérialisme et de la prédation internationale dans son ensemble. Cette stratégie n'a rien à voir avec les individus. Que ce soit le président Béa ou un autre, ça ne change pas. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un pays africain est dans une élection présidentielle, dans le cadre de la démocratie néocoloniale, que font les Américains? Les Américains créent les conditions pour qu'il y ait une pression maximale sur le chef de l'État, sur les deux camps, que ce soit celui qui sort ou celui qui entre, qu'il crée une situation, un environnement de nature à les obliger à discuter avec les Américains, à accéder aux demandes américaines. Donc, ça passe par quoi? La technique est simple. On donne les moyens, on donne de la visibilité, on met à la disposition des opposants, de l'opposition, un ensemble de mécanismes bien rodés de déstabilisation. Ça permet, au cas où l'opposition gagne, de ramasser le jackpot. Au cas où l'opposition ne gagne pas, de faire pression de celui qui allait dire que bon, ok, tu veux qu'on te laisse tranquille, donne-nous ceci. Le Cameroun n'a pas encore échappé à tout ça. Hein. Ne pensez pas que c'est terminé. C'était le sens de notre sortie pour rappeler, mettre en garde l'ambassadeur américain que. On était dur, monsieur le Président, on n'a pas le souvenir. Hein. Je ne sais pas ce que vous appelez dur. Je ne sais pas si j'ai été dur, mais qu'est-ce qu'on fait quand on attaque votre pays? On le défend. Qu'est-ce qu'on fait quand des bandits s'amusent à jouer avec le sort de votre pays? On fait quoi? On leur rappelle que le pays. Ça parce qu'on vous appelle l'ambassadeur des États-Unis, que vous allez outrepasser les limites qui s'imposent à vous. Un diplomate accrédité. Je ne sais pas comment vous appelez ça, diplomate, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ce n'est pas le comportement d'un diplomate. On a affaire à un pyromane. Vous ne pouvez pas acheminer des armes et des faux PV dans une forêt dans la perspective d'attaquer le Cameroun. C'est ce que les Américains ont fait, c'est ce qu'ils ont fait, je l'ai dit. Et j'attends qu'on me démontre le contraire. Et d'ailleurs, notre sortie avait en plus l'action des patriotes camerounais au cœur de l'État, avec la vigilance de l'État du Cameroun. Tout ça a concouru à paniquer l'ambassadeur américain. Et on a vu à quoi il ressemblait. Il ressemblait à quelqu'un. Il avait un regard fuyant. Il ressemblait à un bandit qu'on a pris en flagrant délit. N'ayez pas peur des mots. Un bandit pris en flagrant délit. C'est ça. Donc, il faut donc que il ne s'agit pas d'être dans une paranoïa primaire, mais de comprendre comment ces gens-là fonctionnent, c'est tout. Et de se comporter en conséquence. Pour ne pas faire les frais. Voilà. Donc, il faut aborder les coups de téléphone de M. Rubio, les échanges qu'il y a au sommet entre le président camerounais et la diplomatie et l'État américain. Ben, il faut envisager ça dans le sens d'un rapport de force où le prédateur comprend que bon, il n'a pas réussi à arrêter la proie cette fois-ci. On me connaît, on me voit. Bon, autant mieux je pose mon problème clairement, au lieu de croire que je suis plus intelligent. Je pense qu'on est dans ce rapport-là. Bon, il faut être nuancé, hein, la situation. L'ambassadeur américain qui est là n'a pas été nommé par Donald Trump. Je vous rappeler ça. Biden qui l'avait nommé. Voilà, il a été nommé par M. Biden dans le cadre d'une déstabilisation. Je vais appeler ça comment? Morale de notre pays. Déstabilisation morale. C'est-à-dire que c'était un monsieur qui est venu ici dans le cadre de la pression de l'administration Biden pour LGBTiser le Cameroun.
Pour LGBT. LGBTiser le Cameroun. LGBT. Pour promouvoir l'LGBT au Cameroun. LGBTiser le Cameroun. À l'époque, vous vous souvenez, M. Biden menaçait les sanctions le Cameroun qu'il accusait de violation des droits de l'homme. Or, ce qu'il appelait droits de l'homme, c'était justement les LGBT. Qui sont pénalement poursuivis au Cameroun. Et ce monsieur est nommé dans le sillage de venir homosexualiser le Cameroun, LGBTiser le Cameroun. Vous avez oublié? Que lui-même, apparemment, il mais très bien, pas qu'apparemment, il est venu dans ce défi-là. Donc, on est venu nous narguer culturellement, on est venu nous mépriser. Le Cameroun a fait profil bas, a fait le dos rond. Le Cameroun a fait de la diplomatie. On dit, ok, d'accord. Mais déjà là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous n'imaginez pas nommer un ambassadeur camerounais de États-Unis qui débarque avec 30 femmes, avec 15 femmes, avec 10 femmes. On va vous rappeler à certaines choses. Effectivement. Et voilà. Donc, mais il l'a fait. Il s'est installé là. Et nous savons très bien que si on l'a mis là, c'est pour qu'il fasse le travail. Voilà. Donc, il n'est pas exclu que des choses aient été faites sur le dos du président Trump. Sous le dos. Oui, à son insu, M. le Président. À son insu, parce que l'État profond américain, ce n'est pas une vie de l'esprit, c'est une réalité. Et depuis la défaite des démocrates, on sait très bien qu'il y a un déménagement diplomatique de l'État profond en partie en Europe. Effectivement. Et dans le cadre de l'OTAN, piloté par l'Union européenne, qui est devenue aujourd'hui le refuge de tous ceux qui, n'est-ce pas, ont perdu la bataille avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et qui, à partir donc de l'Europe, organise il n'est pas exclu que par un ensemble de circuits, cela se fait sur le dos du président Trump. Est-ce que maintenant la diplomatie américaine, ayant pris conscience de ce qui se passe, a décidé non de donner des gages à l'État camerounais? Tant mieux. Tant mieux. Elle a tout intérêt, M. le Président. Ah ben, tant mieux, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Cameroun a eu raison d'être. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que c'est très bien beau de saluer le rôle du Cameroun en tant que partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Oui. C'est très bien, mais quand en même temps, on est les parrains de tous ces terroristes qui pullulent dans la sous-région. Oui. C'est le problème. Donc, il y a ça, c'est un problème. Donc, je pense que le président, je ne pense pas. Le président patriage, c'est un as de la diplomatie internationale. Il maîtrise très bien les arcanes de ces relations internationales et il sait très bien décrypter un coup de fil. Il sait très bien décrypter. Surtout d'un secrétaire d'État américain. Le président camerounais sait très bien décrypter ça. Nous lui faisons confiance dans la préservation des intérêts essentiels du Cameroun. Il faudra rappeler que veulent les Américains? Ils veulent les matières premières. Ouvrez vos yeux. Ils veulent aussi une base militaire dans le golfe de Guinée. Et le Cameroun semble être le lieu indiqué pour... Non, le Cameroun a résisté depuis très longtemps, Guinée. Mais ils peuvent l'avoir au Nigeria. Oui, c'est tendance indique d'ailleurs. Donc il y a toute une vigilance stratégique, il y a toute une veille stratégique qu'il faudra mener pour faire la part des choses entre les apparences et les vrais enjeux diplomatiques. Et je fais confiance à la grande sagesse du président Paul Biya, pour manœuvrer comme il le fait depuis déjà 43 ans. C'est pas long, monsieur le président. Voilà, il a beaucoup de savoir-faire en la matière. Monsieur le président Bandaken, nous allons quitter notre pays, le Cameroun, pour aller tout à côté, à un jet d'oiseau, monsieur le président, c'est-à-dire en République gabonaise, qui a été récemment ébranlé par une situation particulièrement intéressante du point de vue de la conscience politique africaine en général. Parce qu'en réalité, dans ce pays-là, la Cour criminelle spécialisée de Libreville a rendu son verdict dans l'affaire opposant l'État gabonais à Madame Sylvia Bongo Ndimba, ex-première dame, et son fils, Noureddine Valentin Bongo. Les deux prévenus, absents lors de leur procès et résidant à Londres désormais, ont été condamnés par contumace à 20 ans de réclusion criminelle pour détournement de fonds publics, recel, blanchiment de capitaux, usurpation de titres et instigation au faux. Sylvia Bongo Ndimba a également été condamnée à 100 millions de francs CFA d'amende et, avec son fils conjointement, a versé près de 1000 milliards de francs CFA d'État gabonais au titre du préjudice moral. Noureddine Bongo Valentin, le fils d'Ali Bongo, a cru bon de réagir sur X et il a fait publication qui indique clairement son terme dans les thèmes précis. Il dénonce ce qui s'est passé, il dit notamment, je le cite, sans qu'aucune preuve ne soit présentée, nous avions été condamnés. Et il affirme que le verdict repose sur des dires de témoins sous contrainte de la junte militaire. Ce qui veut dire, si on le comprend bien, que pour lui, en dépit de l'élection qui a porté le président Oligui Nguema au pouvoir au Gabon, le régime considère être une junte militaire.
Il poursuit en disant « La justice gabonaise n'a que faire d'être crédible lorsqu'elle nous accuse d'avoir détourné 7,5 milliards d'euros, puisque c'est une condamnation politique et qu'il faut faire fort. Depuis ma libération, je n'ai cessé d'exposer une justice qui répond aux ordres de l'exécutif et j'en paie aujourd'hui le prix fort. Je n'ai jamais détourné de l'argent et je continuerai à me battre pour la vérité devant les instances juridiques indépendantes. » On ne sait pas où il est trouvera, en tout cas, M. le Président. Il convient aussi de rappeler, M. le Président Mandakani, que la dynastie des Bongo, qui a été d'abord créée par le père Omar Bongo, et qui a légué celle-ci à son fils Ali Bongo, est tombée en disgrâce après le coup d'État qui a porté au pouvoir le général Brice Clotaire Oligui en août 2023. Monsieur le Président Mandakani, ce procès a été retentissant en Afrique et au Gabon particulièrement. Et lors des audiences, les Gabonais ont été choqués par des révélations particulièrement intéressantes, notamment le fait que le clan des Bongo se montrait extrêmement généreux, financièrement parlant, à l'égard de ses intimes. Les montants évoqués provoquaient des résultats d'estomac aux Gabonais, à n'en plus finir à tel point que certains Gabonais estiment que la condamnation, telle qu'elle est prononcée, est une caresse comparée au peuple gabonais. Monsieur le Président Mandakani, désormais que le procès arrive à son terme et que le motion de la procédure judiciaire est actée, quelles sont les grandes leçons politiques et géopolitiques qu'on doit tirer de ce procès qui véritablement est inédit en terre gabonaise? D'abord, d'un point de vue purement juridique. Comment peut-on estimer que des suspects soupçonnés d'avoir commis des infractions de ce niveau soient hors du pays pour être jugés après coup? Par contumace. Par contumace. Statuant publiquement, contradictoirement, à l'unanimité des voix en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Steve Dieko non coupable du délit de blanchiment de capitaux en relax, lève la mesure de résidence surveillée à laquelle il était astreint et celle de gel de ses avoirs bancaires. Déclare Mourandjami Syriac non coupable du délit de blanchiment de capitaux, le relax de ce chef. Madame Bongo, le déclare par contre coupable des délits de complicité, de corruption active et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 26 mois de prison et à 5 millions d'amendes. Qu'est-ce qui nous prouve que ce dossier est géré sans prise de considération des contraintes familiales? Les éléments factuels nous démontrent que c'est le contraire. C'est-à-dire, Monsieur le Président? Vous faites semblant de ne pas être au courant d'un ensemble de développements venant de la part de Noureddine Bongo. Éclairez-nous, Monsieur le Président, éclairez-nous, Monsieur le Président. Qui laisse croire que cette affaire-là a été gérée sur la base d'aléas familiaux. Bon, restons prudents. Les vidéos circulent. Noureddine était mis en cause. Il peut pour sa défense personnelle et pour l'espoir de remettre. Je dis que des vidéos circulent. Elles sont d'une gravité extrême qui n'ont pas été démenties jusqu'à présent. Des vidéos circulent. Elles ont l'air authentiques. Je ne suis pas une instance habilitée à authentifier une vidéo, mais elles ont tout l'air authentiques. Surtout que maintenant, avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec vous. Vous faites ce qu'on n'avait pas dit avec l'IA. Tout à fait. Bon. Alors, ce que j'observe, restons prudents. Nous faisons l'effort d'être sérieux ici. Tout est possible avec l'IA aujourd'hui. Mais là où il y a coïncidence et correspondance, c'est que, tout à l'heure, je vous demande comment des personnes soupçonnées d'infractions aussi graves ont pu être libérées pour être jugées après par contumace. Nous avons vraiment que c'est une manœuvre qui très bien. Qui interroge. Deuxièmement, comment on fera donc pour appliquer l'un verdict de cette dimension? J'ose croire que les actifs des personnes concernées sont sous contrôle au Gabon, en terre gabonaise, et qu'on pourrait donc les mettre sous contrôle pour pouvoir récupérer le corps du délit. On ne parle de 1000 milliards qui devraient verser. 1000 milliards, un montant colossal, Monsieur le Président. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on blague? Bon, depuis leur libération jusqu'à la prononciation du verdict, est-ce qu'entre-temps, ils n'ont pas eu la capacité
de dissimuler leurs actifs? Je pose simplement des questions. L'arrogance qui se dégage de la réaction de M. Noureddine Bongo. Il y a de l'arrogance, ça se voit. Beaucoup d'arrogance. Cette arrogance traduit quoi? La suffisance. La suffisance. D'être en lieu sûr. D'être en lieu sûr. Hors de portée de la main. Et de proclamer une innocence qui en réalité est une insulte envers les Gabonais, puisqu'on connaît très bien. On le connaît, il est connu, on connaît comment il fonctionne au Gabon. Donc, il y a tout ça qui m'amène à poser la question de savoir comment on fera pour séparer, comment fera-t-on pour séparer les contraintes familiales et les nécessités de la justice. Et une fois que ça aura été fait, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer les corps du délit? S'il est question de réparer le préjudice qu'a subi l'État gabonais et la nation gabonaise. Monsieur le Président, quand vous écoutez les montants, Monsieur le Président, vous n'êtes pas choqué de ces montants-là, Monsieur le Président? Vous voulez que je me suicide? Les Gabonais que nous avons causés ont été tous effarés par ces montants. Avant la chute du La générosité gabonaise du clan Bongo était... Avec la chute du clan Bongo, du président Bongo, on voyait le train de vie de Noureddine, non? Est-ce que c'était caché? Non, c'était évident. On le voyait fonctionner. On le voyait fonctionner. D'ailleurs, une des motivations non assumées de ce coup d'État, c'était justement la place prépondérante que M. Noureddine Bongo avait occupée dans les affaires de l'État. Il se dit on était arrivé à une situation où le président Bongo, en réalité, n'était qu'à faire valoir. Tout est décidé par son épouse et son fils Noureddine. C'est connu, on a vu ça. C'est pas de dire, on a vu ces choses-là fonctionner. Donc, aujourd'hui, on est devant une situation où on a l'impression que je te tiens, tu me tiens. Je voudrais rappeler le président Le Guingema. Il est de la famille. Et la générosité présidentielle, la manière dont était organisée la circulation de l'argent au sommet de l'État gabonais, Monsieur Lingema ne peut pas être... N'avoir pas été bénéficiaire. D'une façon ou d'une autre, ou ne peut pas être quelqu'un qui est étranger à tout ça, au point de ne pas connaître les circuits, et deuxièmement au point d'être blanc comme neige dans tout ça. Il aurait pu être discriminé négativement dans la générosité des clans des Bongo. Nous parlons au conditionnel. Oui. Nous parlons au conditionnel, mais M. Nguingema est un membre de la famille. Attention, c'est un membre de la famille. Lui-même, il est crédité d'une très très grande fortune. Hein. Président Oligui. Donc, est-ce que affaire familiale faisant, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où je te tiens, tu me tiens? Je voudrais expliquer simplement. Allez, s'il vous plaît. La famille Bongo, pour avoir été longtemps au pouvoir, est très informée sur le Gabon, a des informations sur chacun. Est-ce que cette connaissance extrême des rouages secrets du pays, cet avantage que donne le fait d'avoir gouverné pendant longtemps, est-ce que ça ne peut pas être un moyen de pression sur le président Nguingema et son entourage? Est-ce qu'on peut pas être dans une situation où je te tiens, tu me tiens? Et comme nous nous tenons, faisons comme si personne ne voit l'autre. Je pose des questions simplement, mais je dis, ces questions-là ne sont pas... Elles sont fondées. Elles sont fondées au regard de la situation gabonaise. Parce que ça fait beaucoup de bruit au Gabon. Ça a créé un climat au Gabon qui n'est pas de nature à garantir de la sérénité. Et ce qui est gênant, c'est que le président Nguingema est au premier plan dans cette affaire. Il est exposé à cette affaire. Il est en premier plan. On aurait pu éviter ça. Donc c'est tout ça qui m'amène à dire que l'affaire n'est pas finie. L'arrogance de Noureddine Bongo se passe de commentaires. Il sait ce quoi il compte. Voilà. Ce quoi il compte. Voilà, etc. Se passe de commentaires. C'est tout ça qui m'amène à dire qu'il faut faire attention. Cela dit, nous souhaitons qu'il y ait la paix au Gabon. Nous souhaitons de la stabilité à ce pays frère. Nous n'oublions pas que le président Nguingema
a été l'un des premiers à féliciter le patriarche camerounais. Nous ne sommes pas naïfs quant au rôle du Gabon dans la stabilité sous-régionale. Pour tout ça, pour tout ceci, il vaut mieux que ces choses-là, que la justice et l'équité et le sens des intérêts supérieurs de l'État soient au rendez-vous pour que le Gabon sorte fort, plus fort de cette situation. Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure évoqué l'arrogance dont a fait montre M. Noureddine Bongo dans sa dénonciation sur son compte X. Et je voudrais, n'est-ce pas, vous permettre d'élaborer d'abord ce qui se met en prenant un événement qui se produira sous peu et qui vous intéressera, je suppose, M. le Président Mandakani, parce qu'il se souvient, il est désormais annoncé que le président français Emmanuel Macron fera une tournée sous peu en Afrique. Au départ, il se peut que la tournée ne prévoyait pas une escale gabonaise, mais après quelques temps, l'agenda a été revu et désormais le Gabon est parti des décisions du président français. Et cette indication indique clairement que ce choix, c'est-à-dire cette amélioration d'itinéraire, est la conséquence de la condamnation de Mme Sylvia Valentin, épouse Bongo Ndimba, qui est de nationalité française. Et il se dit que dans certains milieux français, on vit sa condamnation comme une humiliation pour la France. Et le président Macron, justement, opportunément choisi de venir au Gabon. Monsieur le président Mandakani, quand on sait, vous avez dit tellement que le président Oligui Nguema était le premier à féliciter le président pour bien sa réélection et que le président jusqu'à présent, pour le dire de manière sincère, n'a pas encore fait. Il n'a pas encore félicité le président pour sa réélection. Et quand on sait aussi que le président Oligui Nguema vient, n'est-ce pas, de faire un procès à une citoyenne française, ce qui est difficilement acceptable pour la France, est-ce que, au-delà de la volonté de la France de venir au Gabon pour davantage raffermir les diplomatiques, est-ce qu'il n'y aura pas un agenda caché que le président Macron aurait dans sa chemise, alors qu'il s'est imposé, qu'il s'impose comme étant une autre du Gabon, le président Mandakani? Bon, d'abord, si vous êtes vigilant, vous aurez compris que ce dossier-ci n'a pas été géré par le président français, comme d'habitude. Je veux bien le regarder. Vous avez vu depuis que Sylviane, c'est quoi? On appelle Sylvia Valentin. Valentin, épouse Bongo et Noureddine Bongo ont été interpellés à la faveur du coup d'État. Il faut bien observer la réaction française. On a bien vu que c'était pas un dossier qui préoccupait beaucoup, du moins officiellement, le président français. Ce qui intéressait la France, c'était de s'assurer que M. Oligui Nguema joue pour le compte de la France. Il faut bien voir ça. Il faut déjà partir de ce point de vue. La question est de savoir que, bon, maintenant que M. Oligui Nguema ne menace pas les intérêts de la France, pour simplement dire ça, croyez-vous qu'on viendra mettre sur la balance les intérêts d'État et les intérêts personnels, à titre personnel du citoyen français? Je crois que ce n'est pas une préoccupation. On a sauvé l'essentiel puisque, malgré tout, ils ne sont pas au Gabon. Ils sont plus en prison au Gabon. Voilà. Ils sont à Londres. Ils sont à Londres. Donc, croyez-moi, Londres, ce n'est pas Libreville. Oui. Londres, ce n'est pas Libreville. Donc, ils sont en sécurité dans un pays que Mme Bongo a tant aimé. Elle a des relations particulières avec Londres. Donc tout ça s'est arrangé. Donc moi je pense que c'est pas à ce niveau. M. Macron vient pour des problèmes plus sérieux. L'Afrique centrale lui échappe. Il a perdu le Sahel, ses fesses sont dehors au Sahel. Il fait une tournée pour essayer de voir dans quelle mesure ce qu'on peut sauver peut être sauvé. Ce qui est sauvable. Est sauvable. N'oubliez pas que la France n'a pas dit son dernier mot au Cameroun. Elle n'a pas renoncé. Elle a renoncé comment? Elle est téméraire alors. Ben, on n'a pas besoin de ses félicitations. Mais quand la France ne félicite pas un régime, ce n'est pas pour aller dormir. C'est pour préparer le pire pour ce régime. Oui, bien sûr. C'est pour préparer le pire, c'est pour activer ses réseaux, pour montrer que on ne méprise pas la France sans payer un prix. Impunément. Impunément. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Voilà, donc il vient pour ça. Mais bon, on l'attend. Il peut faire. Oh, vous savez, nous... On opposera la résistance. Non, mais on est là, on l'attend. On l'attend. On l'attend. D'ailleurs, mais bon, il faut voir dans quel contexte cette tournée est déclenchée.
Est-ce que Macron fait la tournée en Afrique? Dans quel contexte? Dans un contexte où il est très affaibli en France. Oui. Il est très affaibli au plan international. À tous les plans, monsieur le Il est président. affaibli. Donc, de ce point de vue, tourner pour tourner, du moins. Nous pouvons constater, monsieur le président, que le président Macron a déjà fait plusieurs tournées en Afrique. L'acteur de la tournée, en tout cas, est connu. Monsieur le président. Attendez. Monsieur le président. Tourner pour tourner. L'acteur de la tournée est connu. Ses méthodes sont connues. C'est noté, monsieur le président. Je voudrais aussi vous faire observer, et certaines personnes n'ont clairement identifié que Macron a fait beaucoup de tournées en Afrique, mais pour des résultats très, pour ne pas être incisif, mitigés, monsieur le président. Ah, vous êtes poli. J'ai le devoir d'être poli, monsieur le président. Vous êtes diplomate maintenant. J'essaye. Ah bon, oui. Voilà. Et monsieur le président, nous évoluons. Alors, monsieur le président, notre actualité ici porte sur la RDC. Alors, la République démocratique du Congo et le groupe de rebelles M23 ont signé le 15 novembre 2025 à Doha, au Qatar, un accord cadre visant à ouvrir la voie à un accord de paix et à mettre fin aux affrontements dans l'est du pays. Alors, monsieur le président, il convient de relever ici que les dites négociations ont été facilitées par le Qatar depuis le mois d'avril. Elles ont déjà abouti en juillet dernier à une déclaration de principe et en octobre à un accord sur la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu. Mais les points structurels du conflit, statut des forces rebelles, désarmement, restauration de l'autorité de l'État et garantie de la sécurité restent encore à négocier, monsieur le président. Alors que nous savons, d'autre part, que sur le terrain, l'armée congolaise accumule les victoires tactiques et reprend sous son contrôle les territoires autrefois contrôlés par les rebelles. Ces victoires congolaises qui ont d'ailleurs fait réagir la partie rwandaise à travers son chef d'état-major qui a déclaré, qui a fait une déclaration invitant les réservistes et l'armée rwandaise à se préparer à une guerre dans les prochains jours. Monsieur le Président, d'un premier regard, en quoi consiste concrètement cet accord cadre? Et deuxièmement, si vous me permettez, pensez-vous réellement ou sincèrement que désormais le boulevard vers l'apaisement est grand ouvert en RDC? D'abord, c'est pas de la sorcellerie, hein. Succinctement, il y a des processus de Luanda et de Nairobi. Ces processus concernent les dynamiques bilatérales opposant directement l'État de la RDC à l'État du Rwanda et les dynamiques multilatérales dans le sens où il est question de traiter des milices. Tous les milices, tous les groupes armés, voir comment on peut les désarmer, organiser la réinsertion de combattants, etc. Donc ce sont les deux. Quand on parle de Nairobi, quand on parle de Rwanda, c'est ça qui est au cœur de cette affaire. Mais ces deux processus n'ont pas eu le succès escompté parce que M. Kagame est méprisé, il n'a aucune considération pour les Africains, pour les dirigeants africains. Il est trop grand pour parler avec les dirigeants des Africains. Je crois qu'il y avait un grand rendez-vous, je crois, à Luanda, en décembre. Il n'est pas venu. Il ne s'est même pas présenté pour ne parler que de ce cas-là. Donc, c'est pour tout ça. Mais c'est tous ceux qui ont été redynamisés et relancés à Doha pour la simple raison que maintenant, il y a un accord de Washington. L'accord de Washington, c'est quoi? C'est la reprise, en fait, de tout ça. Plus l'accord économique régional que les Américains sont censés impulser, avec, d'un côté, c'est l'exigence de la RDC, la sécurité. Donc, en fait, Washington n'a fait qu'amener, parlons comme ça, son influence et son autorité pour essayer de redonner de la force à des accords qui avaient déjà été préalablement travaillés. Qui patinaient, mais qui avaient été travaillés déjà par les processus sous-régionaux, régionaux, etc. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Bon, sans oublier les nouveaux rebondissements diplomatiques entraînés par les résolutions de l'ONU, les nombreuses condamnations qui sont tombées sur le Rwanda. Accord du Rwanda, voilà, qui a été clairement identifié clairement. Le débat là, il est quoi de la crise. Le Rwanda est voilà. parti au conflit. Il y a tout ça. C'est tout ça qu'on essaie de relancer, etc. Alors, simplement, c'est quoi? C'est que, jusqu'à présent, les choses ont semblé prendre du retard. Il y a l'accord cadre économique sous-régional qui a connu un retard de plus de mois. Il y a même les accords, la mise en œuvre du CONOPS. Le CONOPS,
c'est on dit ça, le cadre de règlement des conflits militaires, bilatéral et multilatéral. C'est-à-dire que, ou en contrepartie de la lutte contre les FDLR, le fameux prétexte que Kagame met en avant, en compagnie, lui aussi, il devait prendre des mesures pour rapatrier, mettre fin à la présence rwandaise à l'est de la République du Congo. Tout ça, ça traînait. Ce qui a débouché sur la rupture de la calmie militaire qu'on avait observée au début de l'accord et qui a débouché sur des affrontements. La guerre, vous avez noté, j'ai vu dans votre résumé, que vous avez noté les victoires tactiques de l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo depuis un bon bout de temps. Donc on y est. Bon, Trump apparemment s'est réveillé, a décidé de relancer l'accord, surtout le volet économique. Mais entre-temps, des rumeurs font état de ce que Blackwater, qui est une espèce, entre guillemets, de Wagner, l'entreprise militaire, voilà, est déjà en action à l'est, à la RDC. Quand vous dites qu'elle combat pour le compte de qui? À RDC. L'État congolais. Oui, puis c'est l'État congolais qui a lié la signature et l'exploitation des minerais à la sécurité. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'avancée substantielle qu'on a observée sur le terrain. Il n'y a pas. C'est ça c'est la réalité qui est là. Il n'y a pas. La dernière rencontre qu'il y a eu, que ce soit à Doha, que ce soit les gesticulations de vaurien de l'Élysée à Paris, tout ça ne débouche pas concrètement sur des avancées palpables, mesurables. Bon, cela dit, moi, c'est pas ça mon problème. Moi, j'ai toujours considéré cet accord comme étant une étape. Il faut être clair. Nos principes dans la crise de la RDC sont simples. Nous, en tout cas, il y a plusieurs niveaux d'analyse dans cette affaire. Il y a l'analyse des donneurs de leçons. Un donneur de leçons, c'est quelqu'un qui ne se sent pas concerné par une crise, mais qui regarde ça de haut et qui dit, bon, moi, je suis supérieur à vous tous, je donne des leçons. C'est ce qu'il dit, tu es un vaurien. Mais tu es un criminel. Vous ne parlez rien. Il y a le donneur de leçons. Il donne des leçons parce que, bon, il donne des leçons. Vous avez les ennemis de Tshisekedi, le président congolais, qui estiment que, bon, tout ce qui va dans le sens de l'ONU est bon. Ce sont généralement les pro-Kabila, les pro, tous ceux qui sont contre lui, les pro-Sonko, Senko, tous ces gens-là. Vous avez maintenant une démarche qui est la nôtre, qui consiste à dire que dans cette affaire, nous ne sommes pas arbitres de la morale. C'est pas nous ne sommes pas là pour désigner ce qui est bien. Bref, qu'est-ce qui est bon pour la RDC, qu'est-ce qui est mauvais. On n'est pas là pour donner les leçons. D'abord, à la RDC et à son président. Deux, nous, on est un parti pris qui est clair. Ce parti pris, c'est clair. C'est clair dans cette affaire. Le coupable, l'agresseur, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas la RDC, c'est Paul Kagame du Rwanda. Et enfin, ce qu'ils appellent communauté internationale. Sa communauté internationale, pour une fois, elle dit que non. Nous, tu es notre fils, mais nous ne connaissons que c'est dans le problème. Ils ont dit ça. Nous estimons que on ne peut pas lier la défense de la vérité dans ce conflit aux performances individuelles de M. Tshisekedi. C'est-à-dire, fait comme du coup, ok, Tshisekedi est mauvais. Donc, du coup, vraiment, que la RDC brûle, hein, que la RDC brûle parce que Tshisekedi est mauvais. Au point où on inverse la vérité, c'est à savoir que non, vraiment, le Rwanda n'a même plus un problème, les Américains ne sont plus un problème, etc. C'est Tshisekedi le problème. Le LMP se démarque de tout ça. Nous disons que, la RDC a été volée depuis des siècles. Depuis la conférence de Berlin, la RDC a été volée par la prédation internationale, en commençant par M. Léopold II, qui a passé le flambeau aux Américains. Et depuis que les Américains ont pris le flambeau, ils ont détruit la RDC, ils ont volé la souveraineté de la RDC en instrumentalisant les États voisins. Et pour l'instrument le plus actuel et le plus sophistiqué, c'est le Rwanda de M. Paul Kagame, en complicité avec M. Museveni, président de l'Ouganda. De l'Ouganda, les États de la sous-région, pro-américains, et dans une certaine mesure le Burundi. Donc voilà
notre position. Bon, nous analysons la situation à partir de ces paramètres fondamentaux. Donc, nous sommes partis de notre constat, à savoir que la RDC n'a pas d'armée. Bon, quand un pays n'a pas d'armée, on refuse de tuer les conséquences du fait qu'il n'y a pas d'armée. On se met à blâmer le président, à dire qu'il ne s'habille pas bien. Et sa tête est grosse. Et il n'est pas élégant. On fait de la sorcellerie. Un pays qui n'a pas d'armée ne peut pas se défendre. Oui, c'est vrai. La défense, il ne peut implémenter aucune politique. La défense oblige à voilà. Une armée. Nous, on a pris ça en compte. On a dit, OK, on prend ça en compte. Il ne restait qu'au président Tshisekedi que les leviers diplomatiques. Donc, quand on analyse les résultats qu'il a obtenus, est-ce qu'on peut dire que rien n'a été fait? Il a juste à fond, monsieur le président. Est-ce qu'on peut dire que rien n'a pas été fait? C'est là où on se distingue des autres. À partir du levier diplomatique, il y a des résultats qu'on n'a pas obtenus depuis des années sur la question aujourd'hui. Donc, deuxièmement, l'Amérique est placée devant ses responsabilités. L'Amérique trompienne est placée devant ses responsabilités et les Africains regardent. Tu as pris un engagement, M. Trump, tu as dit que tu es l'homme de la paix, nous on te regarde. Est-ce que tu vas être en mesure de stopper le génocide qui est en RDC? Est-ce que tu vas être en capacité de, alors que la RDC te cède ses minéraux, tu vas être en mesure de restaurer la sécurité en tournant le dos à votre engin Kagame? L'Afrique regarde. J'ai dit, tu sais que tu as bien fait, ok, tu as fait tes choix. Moi, je ne suis pas un pro-américain. Moi, je ne devrais pas conseiller au président Tshisekedi de faire ça. Mais je ne suis pas président, c'est le président. Mais acte les choix qu'il a fait. Très bien. Tu as analysé selon tes intérêts, ta lecture. Tu dis, ok, moi, je m'engage avec les Américains. C'est bon. Nous, on est là pour te... Ok. Par rapport à nos positions, à nos principes, en ce qui concerne la RDC, nous, on t'accompagne. Mais, nous, on dit ceci, ok. Les Américains sont placés devant la responsabilité. Ce n'est pas une affaire, un accord exclusif. La RDC n'est pas enfermée dans cet accord. Ça veut dire que si Washington est défaillant, la RDC est libre de mobiliser d'autres acteurs. Voilà pour moi, je suis dans la stratégie. On est dans la stratégie. Donc voilà pour moi ce à quoi c'est cet accord de mon point de vue. C'est-à-dire, pour une fois, et d'ailleurs, j'observe le discours du président de la RDC, ça évolue. Il commence à indexer les puissances étrangères qui sont impliquées dans l'affaire. Il commence à évoluer en termes de discours. C'est bon. Donc, à partir du moment où le partenaire américain serait défaillant, la RDC est libre maintenant de chercher les partenaires qui sont en capacité de donner à la RDC les moyens de se défendre. Et à ce moment-là, le président ne sera pas excusable. Si pour quelque raison que ce soit, il continue à tournoyer autour d'un partenaire défaillant. Voilà. C'est ça la démarche. Bon, là, nous suivons ça de très près, les victoires, la consolidation de la dynamique de Ouazalendo, l'armée de la RDC qui reprend confiance en eux, etc. Ce sont des avancées sur lesquelles nous ne pouvons pas cracher. Merci, M. le Président Mandakani. On constate donc que vous avez clairement indiqué que vous êtes dans la stratégie dans le cadre de soutien au président Tshisekedi. C'est évident pour ceux qui insisté. C'est évident pour ceux qui ont quelques bases géopolitiques. C'est ce pas tout le monde qui a cette base là, M. le Président. En la matière, des gens comme vous ne sont pas nombreux, M. le Président. Le président va quitter la RDC pour arriver du côté de la France et de l'Ukraine. Et pour nous rendre compte à l'évidence que dans un article publié le 17 novembre 2025 par CNN, un média qu'on n'aimait certainement pas, un média vous ne connaissez pas de sympathie en tout cas, CNN, parce que le média est essentiellement structuré par une pensée. Ils ne sont pas les médias. Ils ne sont pas les médias. Effectivement, cet article, M. le Président Mandakani, il est clairement indiqué ceci, et je le cite. L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 avions de combat Rafale de fabrication française, ainsi que des systèmes de défense anti-aériens et des drones à la France. Cela a été confirmé par le palais de l'Élysée, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite à Paris ce lundi. L'Élysée a clairement déclaré que les achats couverts par lettre d'intention s'étendraient sur les 10 années. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, si on s'en tient à la publication de l'Élysée, que les 10 années qui viennent, l'Ukraine sera fournie en équipement militaire par la France. On parle de quoi? De 100 avions. L'accord signé lundi n'est qu'une lettre d'intention qui est très différente, et il faut le signifier, d'un achat concret. Ce qui soulève donc des questions sur la manière dont l'Ukraine va pouvoir payer ses avions français,
Surtout lorsqu'on sait que l'Ukraine récemment encore, notamment en octobre dernier, a signé une lettre d'intention, cette fois-ci avec la Suède, pour l'acquisition de 100 à 150 avions Gripen, pour une acquisition qui serait supérieure à 20 milliards de dollars. Monsieur le président Mandakani, véritablement l'Ukraine, un État en faillite financière, gangréné par une corruption qu'on qualifie de kleptocratique, et qui touche les plus hauts sommets de l'État ukrainien, notamment orchestré par le président en exercice, l'ancien comédien devenu président Zelensky, qui est illégal et légitime pour l'élection ukrainienne, s'engage à acquérir des avions de combat avec un argent qu'il ne possède pas. Parce qu'en l'état des caisses ukrainiennes, on n'a pas 20 milliards disposés, monsieur le président. Sur 10 ans, jusqu'à 100 chasseurs Rafale comme celui-ci pour contrer la menace russe. Il s'agit de soutenir l'Ukraine pour longtemps, comme le confirme à notre micro Emmanuel Macron. On prévoit les Rafales, 100 Rafales. C'est énorme. Ce qui est énorme, mais c'est ce qu'il faut pour la régénération de l'armée ukrainienne. Nous avons ces derniers mois déployé nos Mirages. Et donc on prépare la prochaine génération. C'est vraiment un très grand soutien pour nous. Est-ce que ça va changer le cours de la guerre? Difficile à dire, mais des étapes comme celle-ci peuvent permettre d'y arriver. Et dans cette initiative ukrainienne, il est encouragé par la France qui se frotte les mains parce qu'elle pense qu'elle pourra, n'est-ce pas, bénéficier de l'acquéreur de près de 100 avions et qui pourra, n'est-ce pas, donner du travail aux travailleurs français et donner un peu de moyens à son combat militaire industriel qui est collectivement décliné. Monsieur le Président Mandakani, la question que nous voulons poser est simple, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on doit faire pour véritablement arrêter cette paranoïa militariste que l'Ukraine développe et dans laquelle elle est encouragée par l'Occident collectif, Monsieur le Président Mandakani? Ce n'est pas l'Ukraine qui développe une paranoïa militariste, mon cher Nguesso. Ce serait reprendre à notre compte la propagande de l'OTAN. On sait très bien que ce n'est pas l'Ukraine qui fait la guerre à la Russie. Il y a longtemps qu'on le sait aujourd'hui. L'Ukraine n'est qu'un instrument, n'est qu'un moyen, n'est qu'une masse de chantage, qui masque en réalité la guerre réelle que l'OTAN livre à la Russie. Il y a longtemps que l'armée ukrainienne n'existe pratiquement plus. C'est un bricolage de troupes, de mercenaires, importés de tous les coins du monde. Ramassés de tous les coins du monde et pilotés par la France, l'OTAN, la France, la Grande-Bretagne et leurs clients. De ce point de vue, ce n'est pas l'Ukraine. On est dans une opération pratiquement franco-française visant à fabriquer de toutes pièces un débouché, ouvrir un marché pour la vente des Rafales, à tout prix. À tout prix. Parce que vous avez dit, Zelensky n'est pas un interlocuteur. Il n'a plus de légitimité à tout point de vue. Au point de vue de la loi, voilà. La loi ukrainienne, il est voilà. En Ukraine, il est pris en flagrant délit de corruption. Dernièrement, il a fallu être renversé par des manifestations géantes en Ukraine, parce qu'il voulait s'immiscer dans une dynamique visant à nettoyer la corruption autour de lui. Il a voulu reprendre la main l'organisme. On lui a dit non. Il est mouillé jusqu'aux os, ses bras droits, tout ça, sont mouillés dans des scandales de corruption, voilà, etc. Donc, on voit très bien qu'on a fait une vaste mafia, c'est depuis le banditisme d'État, que Macron veut déguiser comme étant une grande opération de politique internationale et de stratégie internationale pour faire semblant d'être un président qui travaille, qui existe. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Deuxièmement, il s'agit de vouloir donner une fausse consistance à l'agitation macronienne sur l'import, c'est-à-dire que la puissance de la France et sa capacité à avoir un mot à dire dans les futurs développements qui vont suivre l'Ukraine. On voit très bien, ça va vite, bon, lentement pour certains, mais sûrement. Pour le dernier verrou majeur stratégique est pratiquement tombé. La ville de Pokrovsk qui est tombée. Et vous savez que ça ouvre là, le chemin, le boulevard vers le fleuve Dniepr, qui est un enjeu majeur dans cette affaire. Le contrôle par la Russie de tout ce grand corridor stratégique autour du Dniepr, c'est ça, le fleuve du Dniepr, etc., avec tout l'enjeu d'Odessa, est au cœur de cette affaire. Et bientôt, là, les Russes avancent. Ils avancent sûrement. Ce n'est pas avec les Rafales qu'on va les arrêter. Les Rafales qui, en passant, ce président permettait, les Rafales, généralement, récemment ont été prises à défaut dans le conflit qui a émergé entre le Pakistan et l'Inde, où les Rafales indiens ont subi des dommages énormes de la part de l'aviation pakistanaise, à tel point que désormais les Rafales, sur le plan de classement en termes d'efficacité militaire,
est très sous-coté. Donc si Zelensky veut, n'est-ce pas, inverser la tendance, je ne pense pas que le Rafale est le meilleur équipement qu'il pourra avoir. Non, sans commentaire. Donc on voit très bien, je préfère dire que c'est pas, en tout cas, c'est pas le Rafale qui va affronter la surpuissance militaire russe. Deuxièmement, ça se joue dans un contexte où Donald Trump se désintéresse de plus en plus de la question ukrainienne. Mais il ne s'était pas désintéressé en l'air, il s'est désintéressé après avoir dealé avec Poutine. Au sommet d'Alaska. Mais très bien, c'était pas un sommet pour rien. Sur lequel on n'a pas dit grand-chose. Voilà, c'est pas un sommet pour rien. Qui a duré 2 heures et plus, mais sur lequel le compte rendu n'est quasiment vide. Les Européens ont beau s'être allés s'agenouiller devant Trump. Pour savoir ce qui s'est lui dit qu'on va acheter les armes américaines, etc. Trump est désintéressé par cette guerre pour des raisons évidentes. Tout le monde le comprend. Donc, on est, mon cher Gessi, devant du bluff diplomatique pour conforter Macron dans une espèce de rôle international dont il n'a pas les moyens, dont il n'a ni la carrure, ni les compétences. Ça se voit, c'est évident. Donc il y a tout ça. La France est dans une agitation diplomatique pour mobiliser l'Europe à ne pas abandonner l'Ukraine. Vraiment, il ne faut pas laisser la Russie, démontrer que la Russie est une menace pour la sécurité européenne et que ça doit justifier un militarisme européen fédéral de haut niveau pour stopper la Russie, etc. Il y a tout ça dans la démarche de M. Macron. On va utiliser l'international pour essayer d'inverser les tendances en interne. Il y a tout ça qui est au cœur de cette dynamique. Je ne reviens pas à vous parler tout à l'heure de la possibilité, comment ça va être financé. On est manifestement devant un montage financier grossier. Parce que, vous le dites bien, où l'Ukraine prend l'argent? L'État failli, toi, l'État failli. Alors, où il prend l'argent où? On aura à faire un montage. Où l'Ukraine n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte, mais on va trouver l'argent ailleurs. Pourvu que l'industrie militaire française ait des débouchés. Mais on va tout. Donc, c'est un montage mafieux, c'est un montage purement mafieux. Je ne voudrais pas revenir sur la question des avoirs russes qu'on a volés. Oui, de plus en plus, les Européens sont en train de mettre sur pied des mécanismes pour les saisir de fait définitive. Ben, comment? Ils ont déjà saisi. Saisi, c'est-à-dire en faire un usage. Oui, c'est volatilisé. Non, mais les choses sont claires. Pour faire usage, il faut d'abord qu'on sache où c'est passé. Il y a déjà un problème là. C'est un problème grave. Une des raisons pour laquelle la fuite en avant française s'observe dans la question ukrainienne, c'est quoi? C'est que Macron est très impliqué dans la volatilisation des avoirs russes. Or, ces avoirs, qu'ils soient volatilisés, la Russie ne peut pas perdre ses avoirs. Elle a clairement fait entendre de manière claire. Il faudra bientôt, rapidement, que on dise au tout l'argent. 300 milliards en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Ça se fait en toute illégalité. C'est du pur banditisme pur et simple. Mais la Russie n'est pas un petit pays. Donc on ne prend pas impunément. On ne vole pas impunément les avoirs russes. 300 milliards. Voilà. C'est une question fondamentale. Et les Européens ne s'entendent pas dessus. Dessus là, ils ne s'entendent pas. Alors il y a les pays européens qui disent nous ne sommes pas ça. Il n'est pas question qu'on utilise l'argent là pour financer la guerre en Ukraine. En fait, pour se partager, puisque l'Ukraine n'ayant pas d'argent, ça va. Des montages mafieux comme ceux-ci peuvent être facilement financés par les avoirs russes. Voilà, des choses comme ça. Donc, il y a tout ça qui est là. Et voilà. Bon. Je crois que le débat là, il est clos. Hein. Tous les spécialistes savent que l'Ukraine a perdu la guerre. L'Europe a perdu cette guerre. Ils le savent. C'est connu. C'est une question de temps. Donc c'est du bluff alors? C'est du bluff, c'est un grand bluff. C'est un grand bluff, mais c'est surtout fait d'une pierre plusieurs coups. Se donner une statue internationale, continuer à animer sa galerie d'une Russie qui serait un danger existentiel pour l'Europe, pour justifier l'avènement d'un État fédéral européen, ou bien créer une militarisation fédérale de l'Europe, une Europe de la défense renforcée. Tous ces lubies-là effrayer les Français pour justifier tout l'argent qu'on prend en francs pour aller financer une guerre.
sans issue, etc. Il y a tout ça dedans, mais il y a aussi la volonté d'opposer l'international à la situation interne en France, en ciblant une carrure qui n'existe pas. Il y a tout ça dans lequel il joue. Donc on a affaire du bluff, on a affaire de l'amateurisme. Macron parle fort alors qu'il n'a pas de voix. Vous dites que Macron parle fort alors qu'il n'a pas de voix. Alors qu'il n'a pas de voix. L'image est parlante, monsieur le président. On imagine un peu un muet en train de crier. Monsieur le président, on va terminer par cette autre actualité. Cette fois-ci en France, puisque vous avez évoqué Macron, mais cette fois-ci, il s'agit de l'ancien président Nicolas Sarkozy, autant pour nous. Tellement nous avons parlé de la France qu'on confond souvent ces différents présidents. Monsieur le président, après 20 jours derrière les barreaux, Nicolas Sarkozy est sorti de prison ce lundi, dans le 17 novembre, dans l'après-midi. La Cour d'appel de Paris a accepté sa libération sous contrôle judiciaire et lui a interdit d'entrer en contact avec de hauts responsables judiciaires, notamment son ami. 3 semaines après avoir quitté son domicile, Nicolas Sarkozy est de retour chez lui. Quelques minutes plus tôt, à bord d'une voiture aux vitres teintées, escorté par des motards de police, l'ancien président français sort de prison 20 jours seulement après y être rentré pour sa condamnation à 5 ans ferme dans le dossier libyen. Ce matin, la cour d'appel devait statuer sur son sort. À l'audience, Nicolas Sarkozy témoigne en visioconférence, offrant la première image de l'histoire d'un ancien président de la République en prison. Je n'aurais pas imaginé attendre 70 ans pour connaître la prison. C'est dur, c'est très dur. Ça l'est certainement pour tout détenu. Je dirais même que c'est éreintant. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Monsieur le Président, alors que nous savons plusieurs accusations, chefs d'accusation sont portés contre lui dans plusieurs affaires politico-judiciaires. Nous rappelons également qu'il a été le bourreau criminel du guide libyen Muammar Kadhafi. Nicolas Sarkozy est dehors. Pour un premier, que pensez-vous sincèrement de cette libération? Avant d'entrer dans ces différents chefs d'accusation et la posture de la justice, on appelle ça quoi? Avant d'entrer dans les procédures judiciaires françaises, que pensez-vous d'abord de la libération de Nicolas Sarkozy? C'est la justice de classe. Justice de classe. C'est frappant, c'est flagrant, ça se voit. Des millions, des milliers de Français subissent ce que Sarkozy dénonce. Ça n'a jamais dérangé la classe politique française. Ça n'a jamais dérangé personne en France. À savoir que vous êtes détenu avant votre jugement définitif. C'est-à-dire que, à cause, ils ont un nom là, mais bon, j'ai oublié le nom. À cause de, vous pouvez regarder, vous trouvez ça, c'est un nom là. C'est-à-dire quelqu'un qui, vous n'êtes pas encore jugé, mais... Mandat de dépôt avec exécution provisoire. Très bien, l'exécution provisoire de la peine, supposée de la peine présumée. Donc, vous n'êtes pas encore jugé, mais on vous met en détention. Non, on vous met en détention. Les milliers de Français subissent ça. Cela, toutes les enquêtes sur les prisons françaises démontrent que il y a cette situation infamante et qui est un problème sérieux sur la qualité de l'état de droit en France, à savoir que les prisons françaises sont remplies de milliers de Français qui sont détenus en attente de jugement. Ça n'a jamais dérangé en France. C'était normal. D'ailleurs, les magistrats estiment que c'est l'âme, si on refuse aux magistrats de pouvoir jouir de cette disposition, la justice française serait désarmée. C'est ce qu'ils disent. Désarmée par rapport aux défis auxquels elle doit faire face. Mais quand ça a été Sarkozy, le monde s'est arrêté. La France s'est arrêtée pour dire que non, c'est pas possible ça. Alors que égalité, fraternité, quoi là, liberté, l'état de droit, c'est l'égalité de tous devant la loi, entre autres, etc. La phrase est prise en flagrant délit. Il dit flagrant délit de mensonge et de
Il y a un même mot là approprié. Hein. Et de bipolarité. C'est un pays bipolaire. On dit de l'être humain qu'il est bipolaire. C'est un état bipolaire. Flagrant délit de bipolarité. Nous sommes l'état de droit, nous sommes le pays de l'égalité, etc. La justice française, vraiment, dans les faits, on voit tout le monde entier assister ahuri devant la réalité d'un état de droit de classe. Un état de droit de classe. C'est une spécialité française alors, c'est état de droit de classe. Il ne s'agit pas d'une spécialité française, c'est le problème qu'affrontent tous les prétendus états de droit, tel que l'Occident a construit le concept, l'a implémenté dans le monde entier. Tous les pays qui ont imité le modèle en Afrique vivent la même chose, c'est-à-dire que c'est l'inégalité des citoyens devant la loi, l'inégalité des citoyens devant ce qu'on appelle l'accès à la justice, et c'est la réalité, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le monde s'est arrêté, et on a dit qu'il était innocent, etc. On a dit qu'il est enfermé injustement. Or, il y a d'un volumineux dossier de justice, des enquêtes ont été faites, ça a duré des années, on a fait des enquêtes, et puis les éléments qui ont amené les juges à décider sont incontestables. Non, on n'a pas encore tranché. Non, on le pose sur qui il n'a pas fait, etc. Il n'a pas fait quoi? Association des malfaiteurs. C'est association des malfaiteurs. Tous les éléments mobilisés par la justice démontrent que ce jugement est fondé. Mais il est dehors, il est libre. Après qu'on ait menacé les magistrats, qu'on ait menacé la justice, il est libre parce que c'est le président. Voilà. L'ancien président. L'ancien président. Or, c'est le monsieur qui, lui, quand j'étais président, réclamait la fermeté dans dans les peines qu'on devait infliger aux prévenus. Mais attends, quel type de prévenus? Des voleurs à niveau, des gens qui étaient pris 2 fois en situation de récidive. Bref, les infractions commises par les petits brigands, les petits malfaiteurs français. Il demandait une fermeté extraordinaire. Et tout ce qu'il lui dit être victime actuellement, c'est ce que lui il a réclamé pour les autres Français. Quand il était président. Véritablement une justice de classe. Ça s'applique aux autres, mais pas à lui alors. Pas à lui, c'est ça qu'il s'agit. La manière avec laquelle on a vu ses amis se mobiliser, une partie de la classe politique se mobiliser, c'est très inquiétant pour l'état de droit en France. C'est extrêmement très inquiétant. On est face à la réalité d'une justice de classe. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez, comme l'affirme une des voix fortes de la France actuellement, je parle de Philippe de Villiers, qui dit que désormais en France, on a affaire à une république des juges, qui désormais sont ceux-là qui imposent la trajectoire et l'orientation majeure de la vie publique en France. Monsieur le Président, vous pensez comme lui que c'est une assez avérée? Je dis que monsieur de Villiers est dans sa posture habituelle. J'ai souvent l'occasion de le suivre. La République des juges, je ne sais pas si c'est valable pour le cas Sarkozy, si justement il rapporte dans la manière dont il formule sa conception de la situation. Je ne sais pas si le cas Sarkozy vient seulement renforcer une position qu'il a prise depuis, à savoir dire que bon, on est dans une République des juges. Le prétexte pour lui, Monsieur le Président, si vous permettez que je vous relance la question, c'était notamment la condamnation de Marine Le Pen et l'exécution provisoire. Je me rappelle très bien. Qui avait été assortie à son cas. Tout à fait. Justement, c'est à cette faveur-là qu'il avait notamment. Là, je pense qu'on est plus dans la solidarité idéologique globale. Oui, c'est un de droite aussi. Voilà, idéologique globale que dans une position qui soit juste, socialement parlant. Je répète une fois de plus. Beaucoup de Français, des milliers de Français vivent cette situation, cette justice-là. Et ça ne dérange pas personne. Mais dès que les hommes politiques sont touchés, ça devient un problème d'État. Donc, on ne peut pas vouloir une chose son contraire. Où on est pour l'État de droit, dans sa conception, dans son acception civilisationnelle telle qu'il se décline en France, ou on est contre et on en tire les conséquences. À tout point de vue. Toutes les conséquences. Toutes les conséquences qui s'imposent. La République des juges,
c'est le propre d'un discours de droite qui se définit comme tel par rapport à la gauche. Puisqu'on dit que la gauche, qui n'est jamais rassasiée de droit sans devoir, est le premier support de cette justice qui est irresponsable, qui s'en fout du peuple. C'est toute l'idée qu'il y a derrière. Mais ça n'a pas de sens. Soit on estime que l'état de droit est un acquis civilisationnel propre à l'Occident, dont à la France, dont il y a les conséquences, il y a les lignes où on n'est pas franchi. Effectivement. Soit on estime que c'est pas ce qu'on croyait à ce moment-là, qu'on dise quel type de justice on veut. Mais là, on est là en phase de justice de classe. Que ce soit M. Sarkozy, comme Marine Le Pen, c'est vrai. Il y a des vidéos, il existe des propos de Marine Le Pen avant qu'elle ne tombe sous le coup. Oui, de ce qu'elle célébrait, de ce qu'elle encourageait, de ce qu'elle magnifiait quand il s'agissait des non-français, des sales immigrés, etc. C'est ça qu'il s'agit. Or, pour le cas de Marine Le Pen, c'est pas une invention. Il y a de cas flagrants de détournement de fonds. C'est incontestable, c'est là, les faits sont là. Mais sauf que non, il ne fallait pas m'imposer ce qu'on appelle exécution provisoire. Exécution provisoire. On a l'impression, donc, M. le Président, que ces hommes politiques français sont tous frappés de bipolarité, alors. Manifestement, on est devant cette situation. Et ça pose un problème d'égalité des citoyens devant la justice. Soit on représente les Français et on se reconnaît en les Français qu'on est censé représenter. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est bon quand ce sont les milliers de Français pauvres, sans moyens, sans capacité à agiter l'opinion, à mettre le monde entier. Quand ils subissent ça, personne n'est dérangé. Mais quand on touche à Marine Le Pen, quand on touche à Sarkozy, le monde s'arrête. C'est une honte. C'est noté, M. le Président. On devrait avoir un peu de décence. C'est ces mots, M. le Président Bandakani, que nous allons mettre un terme à cette nouvelle édition de l'émission Au cœur de l'actualité. Nous ne pouvons pas ne pas vous dire merci, M. le Président, vous qui avez consacré de votre temps, toujours disposé, toujours disponible, comme l'a dit ma consoeur, dans entame cette émission, M. le Président. M. le Président, merci beaucoup. Je voudrais vous féliciter pour la qualité des questions. M. le Président, on s'est affairé. Vous savez que c'était le retour de cette émission après une petite période de pause. On a l'intention de faire mieux que ce que nous faisions par le passé et nous pensons que nous arriverons à le faire, M. le Président. Merci, M. le Président Bandakani, d'avoir été pendant tout ce temps, M. le Président Bandakani. Je voudrais dire merci à ma co-présentatrice, Mme Bienmo Stéphanie, qui a été avec nous pendant cette émission et dont la voix a certainement apporté du tonus et de la bonne humeur sur le plateau. Merci, Mme Bienmo. Merci, M. Gussu. Je ne pourrais pas ne pas dire merci à l'équipe technique de production qui a donné de son temps, de son énergie, sa technicité pour produire dans les conditions optimales cette belle émission qui sera diffusée sur les chaînes du NMP. Et enfin, je termine par nos internautes qui sont toujours très attentifs, très attentionnés lorsque cette émission est produite. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous savons que nous avons donné le meilleur de nous, le président Bandakani, comme à son habitude, à éclairer d'une lumière nouvelle, notamment celle panafricaniste, les sujets qui ont été disposés à son analyse, M. le président Bandakani. Et donc, prenons rendez-vous pour la prochaine fois avec le même plaisir, la même volonté, mais surtout guidé par l'exigence de perfection et la volonté d'apporter davantage de clarification pour cette lecture du monde qui est complexe, mais dont on peut comprendre la complexité. Merci et à bientôt. Je vous en prie.